Je suis technicienne, je fais paysagiste, donc technicienne, travaillant dans le vignoble parce que déjà 13 ans, je vis dans un vignoble, donc automatiquement les liens se font et on essaie de travailler ensemble sur des questions de tourisme et d'aménagement et de biodiversité également. Et puis une autre casquette de chercheur, et c'est ce que je vais vous présenter ici, c'est plus un condensé d'analyse. On m'a parlé des paysages UNESCO, donc je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qu'est véritablement un paysage UNESCO, et puis vous allez voir finalement les difficultés qu'on rencontre dans un paysage UNESCO. C'est aussi beaucoup les difficultés dont vous avez parlé, monsieur, ces difficultés de vivre ensemble et de faire coexister toutes les envies et tous les développements possibles au territoire. Alors, attendez, je suis là. Voilà. Alors avant de rentrer dans le détail de ces questions de paysage, il me semblait important de faire un premier constat sur la globalisation qui a absolument tout chamboulé. Nos modes de vie, nos modes de travail, les règles commerciales et en particulier dans le monde du vin. Alors, est-ce que Et toutes ces données en fait ont une influence sur les paysages, car les paysages ont été créés par une activité commerciale et économique qui était le commerce du vin. Et les règles continuent d'évoluer, les paysages aussi évoluent, les gens sont totalement libres. Donc un grand chamboulement au niveau du commerce du vin, je reviendrai un petit peu dessus. Un grand chamboulement au niveau du tourisme, puisque là vous avez quand même les chiffres de la croissance touristique prévue jusqu'en 2020. Vous voyez que c'est assez exponentiel, c'est presque effrayant. Je vous rappelle que la France et l'Espagne sont quand même les pays les plus touristiques au monde, donc comment gérer cet afflux? On le voit comme une possibilité pour appuyer justement le maintien des paysages vitivinicoles. Le tourisme serait un appui. Encore faut-il voir comment on propose ce genre de tourisme. Également une pression urbaine qui est de plus en plus importante, avec une banalisation des paysages, mais aussi une uniformisation des techniques agricoles qui fait que les paysages vitivinicoles se ressemblent de plus en plus avec les mêmes techniques de plus forcément avoir des Sepsenvasso, enfin donc c'est... Je suis désolée, j'ai les mots catalans pour le coup dans la tête, mais d'avoir des alignements de vignes conduites sur des fils de fer, avec des tracteurs qui sont toujours plus gros, qui obligent du coup les espacements entre les lignes de plantation d'être toujours plus importantes, et finalement du coup avoir des paysages viticoles qui se ressemblent beaucoup. Donc ça vous allez le voir aussi à travers mes exemples. Est très critiqué en France, mais il est très reconnu dans le monde. C'est une population toujours plus importante, des pays qui sont aussi producteurs et qui donc imposent aussi de plus en plus leur point de vue. Ça, c'est une carte que j'avais réalisée l'année dernière sur le thème des imaginaires du vin, les imaginaires du vin qui sont donc mobilisés à la fois dans le marketing de la vente du vin, mais aussi dans le no-tourisme. Donc je vous fais figurer ici les sites archéologiques qui datent donc pour certains l'Égypte ancienne. Les origines du vin seraient donc entre l'Arménie et la Géorgie, et après seraient venues avec les époques phéniciennes et romaines vers nos côtes et s'étendre dans plusieurs des pays du cercle de l'arc méditerranéen. Des sites qui sont de plus en plus revendiqués dans les propos, effectivement, les propos de vente de vin, et puis dans le no-tourisme. Là, ce que vous voyez, je l'ai fait figurer aussi en jaune orangé, c'est l'OIV, l'Organisation internationale de la vigne et du vin, qui est une organisation qui date du début du XXe siècle, qui a été fondée beaucoup par les Français suite au développement des appellations d'origine contrôlée. Et donc qui travaille sur un vin qui est lié à une culture, qui est lié à un terroir, un savoir-faire, qui lie à la fois une population avec un territoire. Au tout début des années 2000, les États-Unis sont sortis de l'OIV et ont créé le WWTG, le World Wine Trade Group,
qui a un positionnement très différent, qui lui défend plus un vin de cépage et qui a aussi pour ambition de faire entrer le vin dans une ère agroalimentaire et pas simplement ce produit culturel qui fait que les Français sont si fiers d'avoir des vins d'auteur et qui parfois peuvent être plus compliqués à produire et plus coûteux à produire. Donc là, avec cette carte, vous voyez déjà se dessiner, donc vous avez des couleurs plus pastel, vous avez les gens qui ont un peu, on va dire vulgairement, le cul entre deux chaises, qui jouent des deux tableaux, et on sent bien que la prédominance européenne est vraiment remise en question. Et donc ça accompagne effectivement tout le propos que j'ai eu auparavant, qui pose la question de la nécessité, de l'obligation d'adaptation du monde vitivinicole à une nouvelle réalité qui nous échappe. Alors, pour parler des paysages UNESCO, je crois qu'il est d'abord important de parler de l'UNESCO et de comment cette question de patrimoine a été abordée, a été créée. Alors déjà l'UNESCO n'était pas forcément un organisme qui se dédiait à la question touristique, mais la question du patrimoine est vraiment venue s'imposer le jour où un barrage a été construit sur le Nil et que le temple d'Abou Simbel a risqué de disparaître. Et là, d'une façon, je dirais, un peu impérialiste, des pays se sont mobilisés et ont décidé que c'était un patrimoine qui valait, qui était intéressant, qui était important de conserver, et qui a donné en fait les prémices à cette question de la liste, cette liste de patrimoine qui a sauvé, donc d'abord du bâti, du patrimoine culturel, et puis aussi du patrimoine naturel. Alors le vignoble, c'est la croisée justement de ces notions de culture et de nature, de vécu rural. 14 sites ont été reconnus qui incluent en fait des vignobles. Ils sont tous en Europe, donc là on revoit encore cette prédominance de l'Europe qui est vraiment le berceau du monde du vin, de la culture du vin. Mais pour combien de temps? Eh ben, c'est pas forcément pour toujours. Hein. Aujourd'hui, il y a des candidatures entre de l'Argentine qui présentent des dossiers UNESCO. L'UNESCO est un organisme mondial, il y a des jeux politiques à l'intérieur, et on pense que l'Europe, c'est bien, a eu sa part, et que maintenant, il va falloir faire la place aussi à d'autres. Donc on revient encore à ces questions du monde vitivinicole, de comment nous, on peut protéger notre culture et comment on peut la revendiquer. Voilà les paysages qui sont classés UNESCO au jour d'aujourd'hui, qui sont au nombre de 14, incluant de la vigne, hein, il y a beaucoup plus de patrimoine classé UNESCO bien sûr. Les flèches rouges vous indiquent les sites dont je vais vous parler, en Italie, en Hongrie, en Suisse et au Portugal. C'est des sites qui ont tous été classés en 2005. Donc voilà un peu l'historique. Je vous expliquerai après pourquoi j'insiste sur 2005. Et vous avez, donc je vais vous parler de Cinque Terre, classé en 97. Je vais vous parler du Haut-Douro, classé en 2001. Alors Lavaux, Tocaille en 2002. Et Lavaux, la Suisse, je ne la vois pas. Ah non, c'est classé en 2007. Alors 1977, donc la Convention du patrimoine de l'UNESCO définit la valeur universelle exceptionnelle, un bien éminemment représentatif de la culture à laquelle il appartient. C'est la base de la classification des biens patrimoniaux et des paysages. Les notions d'authenticité, d'intégrité sont évidemment très importantes. Et à cette époque, on fait clairement distinction entre les biens culturels et les biens naturels. Il y a des listes de critères séparés. En 1992, une nouvelle catégorie de biens, paysage culturel, apparaît. Le paysage est désormais considéré pour lui-même et on met un accent particulier sur l'espace ruraux. Aujourd'hui, ICOMOS, qui est un des organismes d'experts qui travaillent pour l'UNESCO sur les questions de patrimoine, parle aussi de la question de comment sauvegarder les espaces ruraux en tant que tels et créer une nouvelle catégorie qui serait les paysages ruraux. C'est une préoccupation très européenne. Et bon, je ne sais pas si ça sortira, mais en tout cas, la catégorie de biens paysages culturels permet déjà de reconnaître ces paysages ruraux, donc avec 3 sous-catégories, qui sont les paysages conçus et intentionnellement par l'homme, les paysages évolutifs, alors des paysages reliques et des paysages vivants. Les vignobles sont évidemment des paysages vivants et évolutifs, et c'est important d'insister là-dessus, vivants.
des paysages culturels associatifs et des mentions symboliques, artistiques ou religieuses. Alors, dans un rapport au ministère de la Culture, un expert explique: on est passé d'une conception du patrimoine surtout de témoignages du passé beau, exceptionnel et irremplaçable à celle d'une collection d'artefacts quotidiens, représentatifs de gens de vie qui ont disparu ou qui disparaissent. Vraiment, on revient à cette question d'un monde qui est en train de disparaître. Vous avez remarqué que les sites classés à l'UNESCO vitivinicoles apparaissent à partir de la fin des années 90. On revient à cette notion de globalisation qui apparaît aussi à la fin des années 90, une corrélation entre ces événements. Et donc, ce besoin, cette sensation d'avoir besoin de protéger nos espaces ruraux et nos vignobles. En 2005, donc, la nouvelle liste de 10 critères sont communs maintenant, le patrimoine culturel et naturel. C'est vrai que quand on voit par exemple le vignoble, on trouve que ce serait un peu absurde de vouloir séparer la nature de la culture. Donc on arrive à cette notion-là qu'on retrouve aussi dans les parcs naturels, chez les scientifiques, de reparler du culturel pour réintéresser la population aussi à ces questions-là de préservation. Et donc il y a un rapport qui distingue en particulier les paysages culturels viticoles en insistant sur cette notion de vivant. Donc je vais rentrer un petit peu dans des exemples pour illustrer. Le Douro, tout d'abord, au Portugal. Évidemment, vous connaissez tous le Porto. C'est un vin connu mondialement. Le Portugal était très lié à l'Angleterre, entre le commerce du vin et toujours d'ailleurs directement lié au Royaume-Uni. C'est un site absolument exceptionnel, puisqu'il s'agit, je vais quand même vous montrer rapidement la carte pour que vous visualisiez. Vous voyez Porto à l'embouchure, avec Vila Nova de Gaia, qui en fait, on n'a pas la sensation que c'est en dehors de Porto, c'est juste la rive en face, c'est la même agglomération, Porto qui est la deuxième ville du Portugal. Puis vous voyez le Douro qui continue, qui est jusqu'à faire la frontière avec l'Espagne, et qui au fur et à mesure rentre jusqu'à être un véritable canyon. Donc c'est déjà pas forcément très ouvert au niveau de Porto, mais au fur et à mesure qu'on avance dans les montagnes, puisque la frontière entre l'Espagne et le Portugal sont des montagnes très hautes, comparable aux Pyrénées, eh bien on rentre au fur et à mesure dans un vrai canyon étroit où les Phéniciens ont implanté de la vigne. Donc c'est un paysage de carte postale qui profite à la vente des vins de Porto. L'image des paysages du Douro sont présents en publicité, avec des lourds entretiens de nombreux kilomètres de pierres sèches, des schistes. Donc là, ce serait intéressant pour ceux qui s'intéressent au muret de voir un peu le travail qu'on fait justement le site UNESCO sur la classification des murs. Il existe aussi des choses intéressantes dans le priorat, de carnets de bonnes pratiques qui sont intéressantes à consulter. C'est un parcours linéaire qui peut se faire en bateau ou en train, puisque pendant très longtemps, le bateau était le seul moyen d'emmener les fûts tout juste unifiés vers Porto, où il y avait un embouteillage et un vieillissement du vin. En train, puisque le train a été créé au XIXe siècle, en plus des gares pleines d'azulejos, donc c'est vraiment très, très intéressant. Mais bon, pour autant, le tourisme n'est pas réparti sur l'ensemble du territoire vitivinicole. Vous avez des gens qui dorment à Porto, qui vont faire la balade dans la journée. Il y en a quelques-uns qui vont peut-être dormir à Pousada. Il n'y en a pas énormément qui vont prendre la voiture pour faire le tour, parce que d'autant plus que vous devez sortir de Porto à travers toutes les banlieues, c'est la deuxième ville du pays. Vous imaginez bien que ce n'est pas forcément aussi charmant que de prendre le bateau et de remonter comme ça tranquillement la rivière. Et finalement, c'est les mêmes acteurs qu'on retrouve dans les caves internationales qui accueillent à Vila Nova de Gaia les touristes, et ceux qui amènent les touristes jusque dans le vignoble. C'est-à-dire qu'il y a très peu de touristes qui vont se promener, qui vont aller rencontrer directement les vignerons. C'est vraiment les mêmes caves, les grosses caves, qui ont une organisation, qui savent capter le touriste à Porto et qui savent l'amener jusqu'au fond du vignoble. Donc, bon, par rapport à cette capacité à utiliser le patrimoine UNESCO pour le développement touristique et pour aider à l'appui des vignerons qui sont sur l'ensemble du territoire et qui ont ces difficultés à maintenir leur monnaie de pierre sèche, à trouver de la main-d'œuvre, à vendre avec une plus-value leur vin. Ben, tous ces gens-là, c'est vrai, ne vont pas forcément retirer de profit immédiat du site UNESCO. Ils vont s'en plaindre d'ailleurs parfois.
Il y a également eu une transformation du paysage, malgré la classification en France 90, qui fait que, par manque de main-d'œuvre entre autres, et puis pour gagner plus d'argent, on a mécanisé une partie des terrasses, vous allez le voir dans les photos, et donc les murets ont été mis en danger, et jusqu'à ce que l'UNESCO même s'en plaigne, et mette en avant le fait qu'il y a un risque pour le site. C'est là qu'ils ont rédigé en particulier ce carnet des bonnes pratiques, néanmoins qui n'est pas complètement fermé aux possibilités de modification du murets. Alors voilà quelques photos. Donc beaucoup de murets, je crois que c'est clair. Sur une longueur beaucoup plus importante que votre côte, puisqu'on a beaucoup plus de kilomètres, je ne me rappelle plus exactement combien, mais c'est beaucoup plus étendu. Là vous avez des nouvelles plantations directement dans la pente. Vous avez des terrasses ici qui ont été un peu modifiées et élargies également. Voici le bateau qui permet de remonter le Douro, et qui est donc une balade tout à fait sympathique. Le chemin de fer, vous voyez le pont du chemin de fer, qui est aussi très proche du fil de l'eau. Et puis une gare qui est assez connue, la gare de Pignan, qui est aussi, vous voyez, intéressante. Alors, quatrième exemple, Cinque Terre. Alors, Cinque Terre, donc on est en Italie. Donc la ville, c'est une partie importante de ce site, mais c'est une composante, c'est pas la partie centrale. C'est un vin qui était peu à pas commercialisé. L'ensemble des vignes était d'abord d'utilité pour faire le vin familial. Et quand moi j'ai été le visiter il y a 10 ans déjà, et il n'était pas proposé dans les restaurants. On l'a demandé, mais il n'y en avait pas. Et apparemment, c'est un problème qui a duré assez longtemps, puisque j'ai pu comprendre il y a 2-3 ans que c'était toujours difficile de le trouver dans les restaurants. Alors qu'aujourd'hui, il y a un embouteillage et un commerce local. Une omniprésence touristique, parce que pour le coup, c'est très très beau. Cinque Terre, vous allez voir les images, c'est très beau. C'est dès le moment où ils ont commencé à faire une promotion de ces paysages, ça a eu énormément de succès. Donc, il y a un afflux touristique qui est venu très, très rapidement de tous les horizons et qui est vraiment rentré dans un contraste extrêmement brutal avec la réalité d'une population qui jusque-là était extrêmement isolée, très rurale, puisqu'on est en fond des montagnes, avec des routes souvent coupées, il y a le train, il y a les bateaux, mais on ne se déplace pas comme ça d'un village à un autre à pied, c'est très très long. Et on a eu jusqu'à 2,5 millions de touristes en 2015. Il faut savoir qu'il y a 4500 résidents. Donc en 2016, ils ont vu les proportions que ça prenait, ils ont décidé de limiter à 1,5 million. Ça restait pas mal. Avec un circuit pédestre organisé à sens unique, empêchant les gens de rentrer trop dans les chemins plus privés, pas facile, avec des compteurs pour monter le nombre de gens qui passent, limitation d'accès aux voitures, de toute façon, on passe plus. Voilà. Voilà la carte. Vous voyez les bateaux en bas qui desservent de village en village. Vous voyez les routes qui sont, ma foi, c'est tortueuse, on va dire. Voici une vue, c'est pas mal. Bon. Voici une vue du train. Et voici la vue que tout le monde, tout le monde connaît. Un peu de ces villages colorés qui sont effectivement très très beaux. Hein. Vous avez la mer, vous arrivez là-dedans en bateau, c'est vraiment fantastique. Puis vous avez des lignes qui font un petit environnement au-dessus. L'État a quand même réagi à la protection du vignoble et a commencé à s'inquiéter le jour en fait, où il a commencé à avoir des éboulis sur la ligne de train, parce que les terrasses n'étaient plus entretenues. Donc je vais vous lire un témoignage d'un blog local qui a été écrit cet été. Pendant ce temps, cet été 2016 voit les résidents, 1500 personnes, exaspérés par les routes obstruées. Les commerçants se plaignent du flux de touristes qui ne rapportent pas d'argent, en attendant d'élargir l'espace public. Parce que oui, forcément, des villages saturés de gens qui ne s'arrêtent pas dans les boutiques, parce que de toute façon, il n'y a pas de place pour s'arrêter. Le Pendulet est un nouveau système de rail gênant et coûteux. Cinque Terre Express, 4 € par arrêt de bourg à bourg. Donc on imagine bien que les habitants locaux, ce n'est pas forcément eux qui sont la cible visée.
Et la route provinciale à mi-côte, reliant les Cinque Terre à Levanto et Spezia, est toujours interrompue depuis 2011. Vers Davnazza, elle a été temporairement fermée à cause d'un nouveau glissement de terrain dans Rio Maggiore et Manarola. L'ancienne route de télégraphe, qui permettait d'atteindre Spezia, Montanero et Piazza, n'a reçu aucun entretien depuis 2000. Le site a été classé en 99, de mémoire, 98-99. Elle est partiellement effondrée ou inutilisable, encore une autre confirmation de négligence institutionnelle envers le territoire, les résidents et les visiteurs. Il ne suffit pas d'un orgueil identitaire affiché sur les réseaux sociaux pour construire une identité. Un autre témoignage du président de l'association de vignerons, qui à l'âge de la retraite, qui n'a pas de repreneur derrière lui. Nous n'avons pas réussi à renverser la tendance. Nous avions 500 hectares de vignobles dans les années 50. Aujourd'hui, il y en a 80. Et les vignes ont disparu sous les 200 mètres. Nous avons essayé d'aider les vignerons. Nous avons réalisé des petits trains, un aqueduc, la coopérative viticole. Nous avons limité l'abandon, mais le destin est sombre si rien ne change. Donc, en fait, on retrouve des préoccupations que vous pouvez avoir ici aussi, sans être classé UNESCO. Vous voyez que classer un site UNESCO ne règle malheureusement pas ce genre de problème. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, il a été classé en 2005. C'était un projet qui a été mené d'un point de vue politique, dans des intérêts touristiques, et qui n'a pas pris en compte non plus l'adhésion de la population. Mais bon, en même temps, quand on voit la différence de proportion entre l'afflux touristique et les gens, le nombre de gens vivant sur place, on voit bien que de toute façon le problème se serait posé, avec ou sans adhésion de population. Alors je fais une première conclusion sur la question. Le paysage n'est pas exceptionnel, puisqu'on parle toujours de paysage exceptionnel, et un paysage exceptionnel ne veut pas forcément dire au vin, ça peut être le cas, c'est pas forcément le cas. La vigne fait partie d'une histoire dans tous les cas, et les paysages peuvent être compris ou appréciés sans forcément parler de paysage exceptionnel. Et je voulais parler pour ça de Muscadet. Voilà. Vous posez la question du vignoble nantais. Donc voilà, j'en parle et c'est vrai, je suis désolée, mais c'est quand même un vignoble qui a été énormément chamboulé après la Seconde Guerre mondiale, dans un esprit de production. Et du coup, le vrai vignoble ancien, il en reste quasiment plus, ce qui fait qu'il n'a pas été intégré dans le site UNESCO le long de la Loire, qui prend à peu près tous les vignobles de la Loire, sauf le Muscadet. Maintenant, il y a une nouvelle dynamique qui est en place, qui depuis seulement 2 ans, qui est intéressante, qui est une volonté d'intégration du vignoble. Vous savez sans doute que le Muscadet est un vin qui se vend très peu cher, et beaucoup de suicides, beaucoup de problèmes économiques extrêmement graves dans cette région. Et donc c'est vraiment une question de survie qui est sur la table. Il y a eu énormément d'arrachage aussi. Et donc la métropole a considéré que c'était un territoire qui était un patrimoine, qui devait être soutenu. Il y a eu un pays d'art et d'histoire qui a été construit autour de la ville de Clisson, donc qui est un autre outil de reconnaissance du patrimoine, et qui a construit une dynamique touristique conjointe avec la métropole de Nantes. Ce qui est intéressant à la métropole de Nantes, c'est que ce n'est pas l'ensemble des offices de tourisme comme ça peut l'être sur l'ensemble de nos territoires, mais c'est une identité à part qui s'appelle Voyage à Nantes, qui crée des événementiels d'art contemporain entre autres, mais comme il est indépendant, il a une certaine souplesse pour imposer des grandes décisions sur un territoire. Et donc il y a des choses qui sont en train de se passer au jour d'aujourd'hui. Ça a été lancé donc, pour l'été dernier. Il y a eu cet été entre-temps, mais c'est vraiment le tout début. Il y a seulement quelques vignerons jusqu'à présent qui ont pu participer, parce qu'ils n'ont pas forcément le temps, ni l'argent, ni la disponibilité pour le faire. Mais voilà, c'est un mouvement qui commence à émerger, et que je trouve très intéressant. Je vous alerte dessus si ça peut vous intéresser pour la suite de votre travail. Voilà, c'est à suivre. Je vais finir sur des conclusions, qui ne sont pas seulement des conclusions de ce que je vous ai montré, mais aussi de mon travail. Voilà, le tourisme a un impact positif direct et un profil évident pour les structures déjà internationalisées. C'est sûr qu'une entreprise qui a déjà une structure commerciale externe dans plusieurs pays du monde va profiter directement des touristes qui vont venir, qui sont des potentiels clients en fait, qui vont renvoyer directement auprès d'une boutique. Et eux, évidemment, ils en ont un profit évident et ils plébiscitent les reconnaissances type UNESCO qui leur donnent une visibilité mondiale. Ils possèdent des infrastructures pour agir rapidement et pour mobiliser des départements et pour créer des départements touristiques totalement indépendants au niveau financier dans l'entreprise.
Un impact positif peut être également remarqué sur les structures artisanales, par la croissance de la fréquentation d'une région, surtout et avant tout, si un réseau de collaboration de locaux existe. C'est-à-dire qu'on voit bien, je prends l'exemple de chez Coteret avec ces restaurants qui ne proposaient pas le vin produit sur place, c'est quand même très gênant. Là, c'est un extrême, mais évidemment, il y a toute une sorte de tensions qui peuvent exister. Donc, la nécessité du réseau de collaboration qui permet à ces structures, qui sont des structures intermédiaires, de créer des activités, de proposer des activités originales qui vont peut-être mobiliser 20, 30 touristes à la fois, qui vont participer à la reconnaissance d'une appellation d'origine à l'extérieur. C'est vrai qu'ils n'ont pas forcément la rentabilité directe, ils vont vendre quelques bouteilles, mais c'est pas ça qui va faire la rentabilité. Mais par contre, ils vont participer à une image d'une région jeune, active, et ça peut être vu positivement et aider aussi à l'évolution du commerce du vin. Par contre, les populations ouvrières viticoles qui ne travaillent pas le produit fini subissent la hausse de la valeur du foncier. Les jeunes vignerons s'installent difficilement, avec mise en danger des paysages, avec un morcellement des domaines, enfrichement, dégradation du petit patrimoine, esthétisation des aménagements, c'est ce que je montrais un peu à Tokai. Cette question d'accueillir le touriste, ça veut dire aussi qu'il faut des parkings, il faut accueillir tous ces visiteurs, ça transforme forcément les paysages. Et puis les durcissements des normes, c'est ce dont je vous ai parlé dans le cas de l'Avron, où la maison du vigneron peut se retrouver prise par cette reconnaissance de patrimoine presque abusive. Et donc finalement on a cette question qui est omniprésente, c'est comment soutenir au niveau professionnel et territorial et encourager l'installation des jeunes. Car le futur des paysages, c'est ça. Comment on fait? Alors c'est pas des réponses classiques. C'est vraiment des questions qui sont sur la table, qui sont là. Les réponses ne sont pas évidentes. C'est vraiment trouver, se réunir et essayer d'échanger autour et trouver peut-être des bricolages. Voilà, le retour du prix du vin, dans tous les cas, c'est important. Le prix du raisin, le prix du vin. On ne peut pas parler de protection paysagère sans parler de ces questions-là. Et c'est ce qui se passe dans la Rioja. La Rioja, qui est une région espagnole, vous pouvez laisser un petit peu. La Rioja a des domaines qui sont de plus en plus riches, des caves qui sont de plus en plus riches, mais en même temps, on a une désertification des espaces ruraux. La population s'en va. Et pourquoi? Parce que le raisin n'est pas payé cher, c'est pas l'intérêt des domaines dominants de payer le raisin cher. Donc l'intérêt pour eux est de faire un maximum de marge. Donc on voit bien là que eux préparent un dossier UNESCO aussi qui pour l'instant a été refusé, parce que c'est pareil, c'est toujours les mêmes qui portent le projet, c'est des gens qui ont du pouvoir, on va dire, de façon globale, politique, professionnelle. Et il y a aussi des gens qui se battent justement sur la question, ne serait-ce que de la reconnaissance du prix du raisin, pour pouvoir garantir cette continuité des paysages. Voilà, j'arrête là-dessus. Je vous remercie pour votre attention.